Nous avons maintenant une petite heure devant nous pour décrypter ce qui se joue actuellement dans la mise en œuvre des politiques actuelles, dans le champ de la vie associative bien sûr, mais aussi dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je suis content de partager cette présentation avec Frédéric Kaba, car paradoxalement, le collectif des associations citoyennes a assez peu d'échanges réguliers avec les associations qui structurent ce champ de la solidarité. Et dans notre échange préalable, on a pu vérifier le regard commun que nous portons sur la spirale dans laquelle nous entraînent les politiques actuelles et l'arrivée organisée du monde de l'entreprise et de la finance dans un secteur qui a d'abord un immense besoin de relations humaines. Donc, dans cet atelier, euh, nous allons avoir la parole de deux acteurs associatifs et vous aurez en préalable l'état de nos analyses et de nos recherches. Et si je suis un peu désolé, mais si vous souhaitiez avoir à cette occasion-là une parole optimiste et qui vous régénère, je vous propose vraiment de rester branché jusqu'à cet après-midi pour des pistes peut-être plus optimistes. Donc, nous, dans cet atelier, ce matin, nous sommes essentiellement des militants, des bénévoles, des professionnels qui sont engagés dans des champs d'action bien divers. Cette diversité, c'est aussi une richesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le champ, le ciment commun de nos actions, le ciment commun que nous portons. Et je pense que essentiellement, c'est celui des solidarités. Ce champ, cette référence au champ de la solidarité est pour moi essentielle dans la compréhension de la spécificité du secteur associatif et de l'importance de ce qui est en jeu. Alors, quand on travaille sur des projets, on va appeler ça le vivre ensemble ou le lien social. D'un autre point de vue, on va parler de référence aux humanités, les relations de personne à personne. Et dans une acception plus militante, on va convoquer les notions de droits culturels ou de droits humains. Et quand on essaie d'aborder ça dans une transformation vers le champ politique, on développe des idées autour d'un nouveau contrat social ou de l'État-providence, une nouvelle distribution. On évoque la nécessité de services publics développés à présent sur tout le territoire et on essaie de penser le monde sous l'angle de commun. Terme à la mode dans les sphères militantes, hein, on parle de plus en plus de cette notion, mais qui demande aussi à être mieux compris, mieux partagé pour l'instituer comme un objet et qu'on puisse en faire une référence forte pour nos actions. On pourrait avoir la même réflexion si on abordait la question des personnes avec qui on travaille, que dans d'autres lieux on va nommer des publics, des individus, et faire l'autre référence à l'importance de la commande publique, mais dans le temps, voilà, de la quinzaine de minutes que j'ai, on pourrait y revenir sur ces questions-là, mais on voit bien que la manière dont on a à se situer par rapport à nos actions, à ce que l'on fait et le sens qu'on y donne dans la société, eh bien, il est aussi conditionné par une série de mots que l'on emploie et qu'il ne faut pas renoncer à employer, mais sur lequel il y a aussi un vrai enjeu de combat. Voilà donc la diversité du monde associatif pour nous, au CAC, au collectif des associations citoyennes, c'est justement le champ qui nous intéresse de travailler. Et c'est ce champ associatif qui se donne pour objectif l'agir ensemble dans une multitude d'expériences locales, d'initiatives citoyennes, dans des collectifs auto-organisés qui épousent parfois la forme associative que permet la loi 1901. Et en introduction tout à l'heure, Bruno nous rappelait les éléments importants de cette loi. C'est vrai que je reviendrai rapidement pour dire que cette loi, il faut bien penser ce qu'elle veut dire. Elle signifie que deux personnes suffisent pour constituer une association et dont l'objectif est l'intérêt général. Et les associations, elles se donnent pour finalité, et je citerai ce que dit cette loi, de mettre en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. C'est-à-dire que la non-lucrativité, de ce point de vue-là, est établie comme principe de la loi 1901. Et le fait même d'établir que partout en France, dans chaque village, dans chaque quartier, deux personnes peuvent se saisir d'une question publique. Par exemple, la question de la gestion de l'eau, celle de l'aide aux plus démunis,
de la sauvegarde d'espaces agricoles, 2 personnes suffisent pour exercer un droit de regard et d'intervention. Et ça constitue de ce point de vue-là un modèle vraiment important, un modèle unique, je dirais inaliénable. Il faut mesurer ce que ça veut dire quand on aborde le sujet de la financiarisation ou de la marchandisation de l'action associative. La loi ne cantonne pas l'intervention citoyenne à la simple reconnaissance du bénévolat. Elle ne donne ni aux institutions ni aux entreprises la gestion de programmes de bénévoles et de programmes encadrés. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Et pour préparer cette intervention, j'ai retrouvé, je vais faire un petit détour par le pays qu'on nomme le pays de la liberté, que sont les États-Unis, pays qui encourage dans son modèle les entreprises à développer un système de bénévolat et de philanthropie. Il s'agit aux États-Unis de développer ce qu'on appelle du bénévolat dans ce qu'on appelle les for-profit organizations, qui est littéralement qui veut dire pour gagner de l'argent, hein, dans des government organizations, donc sous le contrôle d'institutions, ou par le corporate volunteering, qui est tout le travail sous le volontariat. Mais cette politique, elle ne vient pas de nulle part. Elle a pris corps fortement en 1997 à l'occasion d'un sommet à Washington qui a été consacré à définir cette grande politique de volontariat. Le sommet était présidé par Colin Powell et il était sous l'égide des présidents et ex-présidents américains et aussi bien sûr des grandes entreprises. Le thème, c'était de dire l'Amérique a besoin de volontaires. Et un article en 1997 dans Le Monde explique bien comment, par exemple, le géant des téléphones qui s'appelle AT&T, c'est American Telephone and Telegraph, avait été rendu tristement célèbre en 1996 pour avoir licencié des dizaines de milliers de salariés au sein de son entreprise. Et par contre, sous l'angle de l'appel au volontariat, au cours de ces conférences, il cherche à redorer son blason et décide d'un programme pour envoyer 500 volontaires aider les habitants des États qui avaient été sinistrés par des inondations. Et on est dans des grandes entreprises de remoralisation des entreprises. Et Bill Clinton lançait cet appel en 1997. Il disait « Nous devons susciter un nouveau sentiment national d'obligation, un nouveau sens du devoir, une nouvelle vision du service. » Et pourtant, cet appel, déjà à l'époque, certaines voix, y compris essentiellement dans le camp démocrate, s'élevaient pour dire que selon eux, il s'agissait de bricoler un système qui ne marche pas plutôt que de le transformer. Donc la tension, elle existe dès l'origine, y compris dans des grandes puissances et à partir de grands programmes. Un ex-gouverneur démocrate disait, et c'est cité dans Le Monde, « Proclamer qu'il faut des bénévoles pour venir en aide aux pauvres, c'est un aveu d'échec terrible. Cela veut dire que la collectivité ne joue pas son rôle, il ne fallait pas couper l'aide publique aux pauvres, le travail des volontaires ne remplacera jamais en qualité et en quantité ce que faisait l'État. » Voilà. Donc, j'aurais pu prendre d'autres exemples à l'international, mais je n'ai pas le temps, comme par exemple celui de la Big Society en Angleterre, qui définit clairement 2 enjeux, un enjeu économique d'ouverture des marchés, mais aussi un enjeu de société, introduisant un retrait considérable de l'État sur ses responsabilités envers les plus vulnérables. On parlait tout à l'heure d'un commentaire du SNU, c'est le service d'aide universel, était un de ces grands programmes dirigé par David Cameron. On voit les similitudes avec ce qui se passe en France, mais clairement affichés aux USA ou en Grande-Bretagne comme des plans, des politiques publiques sur lesquelles il y a une affirmation. La différence aujourd'hui, c'est qu'en France, on retrouve ce même modèle néolibéral, mais d'une façon beaucoup plus souterraine, beaucoup plus invisibilisée. Mais les orientations développées en France relèvent de cette même démarche idéologique. Naomi Klein décrivait dans la stratégie du choc des périodes de crise dans laquelle sont mis en œuvre de façon organisée et sous la coupe du marché, des règles du marché dominant et prédateur, l'ouverture à des investisseurs privés dans des plans entiers d'action sociale, des solidarités, mais aussi des politiques culturelles, des politiques sportives. Par exemple, juste pour dire, la création d'agences aujourd'hui arrive pour se substituer aux fonctions régaliennes des ministères et introduire dans ces agences-là les financeurs et les financements privés. Donc, dans le modèle historique de la France, l'association est
traditionnellement et majoritairement le lieu privilégié de la pratique du bénévolat. On décrit le bénévolat comme l'essence de la vie associative. Et c'est là un modèle construit politiquement. Il est déterminé par la liberté de s'associer dans un esprit d'égalité entre des personnes qui cherchent à satisfaire un intérêt commun. Il travaille au renforcement des liens de citoyenneté, il est indissociable de la démocratie, et son premier enjeu n'est pas d'adopter des méthodologies ou de rendre fonctionnelles leurs actions, mais c'est d'abord, le premier enjeu des actions associatives, c'est bien d'abord de former les citoyens actifs d'une démocratie vivante. Et là, je cite l'article 2 des statuts des MJC, une fédération qui m'est chère. Le statut associatif est donc d'abord un enjeu politique. Et un enjeu politique pour agir, et aussi un enjeu politique pour se transformer soi-même dans un processus d'émancipation. Alors, les associations se réclamant de l'éducation populaire font ainsi le pari de se réapproprier le politique en relevant des enjeux écologiques, en relevant le défi d'enjeux écologiques, d'enjeux sociaux, en dehors de toute pression et d'instrumentalisation. Elle s'adresse non pas à un peuple fantasmé, celui d'une nation, celui de communauté, mais un peuple réel qui est soumis à des rapports de domination. Elle s'adresse à ce peuple et ça se retrouve dans une myriade d'organisations, de collectifs de défense des droits, de mouvements sociaux, dans les mouvements altermondialistes. Elles sont constituées sur ces bases dès la période du premier associationnisme du premier 19e siècle, comme le référencent les historiens et Jean-Louis Laville, beaucoup, pour ne pas remonter plus loin, en travers des sociétés, des mutuelles, des coopératives, et on parle à cette occasion d'une dimension culturelle du mouvement ouvrier, en ce sens où elles sont à la fois des pratiques actives. Le travail associatif s'organise à la fois autour de pratiques actives pour agir, pour transformer le monde, et de pratiques réflexives pour agir aussi et pour penser le monde. Mon ami Christian Morel nomme cela le travail de la culture, et c'est bien essentiel pour parler de notre sujet, de voir ce que le champ, les enjeux que porte le secteur associatif. Et voilà. Et ce n'est qu'en formalisant dans un référent posé commun cette compréhension politique de la société, cette société néolibérale, qu'on peut penser à agir sur le contenu des politiques actuelles qui agissent en toute cohérence. Juste que la cohérence des politiques actuelles, ce n'est pas celle à laquelle nous aspirons. Dernier élément, le plus récent chronologiquement, pour illustrer ça, c'est les annonces formulées par Olivia Grégoire lors de sa nomination comme secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire responsable, ou responsable ajouté au titre de sa mission, comme s'il existait une ESS irresponsable. À peine nommée, elle tente de relancer la mécanique de l'impact social. C'est 10 millions pour un appel à projet, 10 millions pour l'économie circulaire, 10 millions pour la lutte contre le sans-abrisme, l'inclusion dans l'emploi. Cette politique, on le retrouve déclinée sous la forme de contrats, mais qui se retrouve aussi sous la forme maintenant de prêts, de fonds d'investissement, etc. Disons-le, elle nous mène droit dans le mur. Elle est étudiée, on porte ces études-là, et on analyse qu'elle n'est ni efficace, ni reproductible, ni vecteur d'économie. Les contraintes liées à la lourdeur du dispositif réservé aux entreprises associatives les plus professionnalisées, comportant un lourd coût de montage de dossiers, une forte part à l'évaluation des actions, et des grands cabinets d'affaires comme KPMG se frottent les mains sur les mannes que ça leur apporte, et aussi, in fine, non vecteur d'économie à travers la gratification au-delà des 10% des investisseurs. C'est une catastrophe pour les politiques sociales. Et l'innovation sociale qui est référencée, en fait, est un concept qui est ni défini, ni cadré, ni documenté, de façon à pouvoir servir de repère stable aux actions. C'est juste un prétexte pour ouvrir au secteur lucratif ce marché de la solidarité. Comme on dit, dans le champ de la pauvreté, les taux de rentabilité sont peut-être assez faibles, et encore, quand on voit les taux de rentabilité sur le microcrédit, ce n'est pas vraiment le cas.
Mais en tout cas, le marché de la pauvreté, il est gigantesque et il ouvre aux entreprises du social business toutes les possibilités en matière d'exonération fiscale, de réduction des charges sociales, d'appel à des financements, de sollicitation d'argent public. C'est là l'artillerie lourde du néolibéralisme qui est en route, un capitalisme du 21e siècle qui se régénère en cherchant à se placer sur de nouveaux marchés tout en empruntant les formes et les mots d'un secteur associatif qu'on présente par ailleurs comme has-been, qu'on décrédibilise. Mais ce faisant, il oublie aussi le socle de ce qu'est l'économie solidaire, fondée sur la démocratie, la coopération et l'utilité sociale, et non sur la fourniture de services répondant à des besoins supposés, mais bien souvent créés par le mécanisme même d'appel à projet. Et la nécessité et le travail que font les investisseurs pour ce retour sur investissement et aussi afin d'attirer la générosité des investisseurs. Je suis tombé vraiment par hasard sur une citation de Schopenhauer, je dis par hasard parce que c'est vraiment pas ma lecture, mais dans un ouvrage Le fondement de la morale qui dit vraiment un truc, il dit ceci, il dit qu'on suppose une action comme cause dernière le motif qu'on voudra. Donc, disons-nous, l'impact social comme cause évoquée. Ce sera toujours, en fin de compte, et par des détours plus ou moins longs, le bien et le mal de l'argent lui-même qui aura tout mis en branle. L'action sera donc égoïste et par la suite sans valeur. Et moi, ça m'intéresse, cette question de la valeur, parce que pour moi, elle est fondamentale quand on aborde le thème de cette table ronde. C'est bien au nom d'une conception de l'économie que les politiques publiques entendent juger de la valeur de l'action associative. Trop cher, trop peu efficace au regard de son coût. Minoré, considéré comme menu monnaie. C'est là faire peu de cas de la valeur de l'action associative telle que nous on l'entend. Son enracinement, ses effets, son éthique, sa capacité à rendre plus fort chacun. Il s'agit pour nous d'agir sans compter. L'impact social, innovation sociale, tous ces mots, le capitalisme apprend vite. Mais il faut du temps pour s'adapter, ou plutôt adapter le peuple à son propre asservissement. Tirer profit d'exploitation sans fin de ces deux seules sources d'enrichissement que sont l'exploitation de la nature et l'exploitation du travail humain demande du temps pour asservir suffisamment les esprits à l'adoption des nouvelles règles. Et c'est pour moi l'histoire du crabe plongé dans l'eau tiède. Mais le temps de la cuisson, c'est aussi le talon d'Achille de ce système. C'est le temps, si nous décidons ensemble de le conscientiser, que nous avons pour agir, pour réagir, pour élucider et pour rendre lisible, plutôt qu'accepter, participer, se courber face à ce qui s'impose comme si nous étions impuissants. Et l'État travaille, je ne vais pas détailler, mais l'État travaille quotidiennement à l'acceptation de ces règles. Il dispose pour cela, on l'a vu dans l'atelier d'avant, de tous les pouvoirs. Et en premier, celui d'une puissance d'un appareil d'État, de la violence d'un système qui impose ses règles partout, sans débat, sans opposition. On l'a vu précédemment, on pourrait évoquer aussi bien le champ de l'éducation, le champ de la déréglementation du code du travail, des services publics, bon, les lois, l'édiction de lois, l'État est au travail sur ces questions-là. Alors, rapidement, les autres piliers, on l'a évoqué, Jean-Baptiste a évoqué tout à l'heure sur la question du mécénat, c'est cette histoire de la philanthropie à la française annoncée dans le plan de Gabriel Attal, une nouvelle ambition pour la vie associative, c'est-à-dire faire financer le secteur associatif à objet non lucratif porteur d'un intérêt général par un secteur privé à objet lucratif porteur d'intérêt privé. On en connaît tous ces grandes lignes. La secrétaire d'État, maintenant de plus en plus célèbre, le défend comme un axe majeur du gouvernement pour le secteur associatif. Et cet après-midi, nous verrons comment s'expriment les besoins du monde associatif et comment cette philanthropie n'est pas à la hauteur pour y répondre. C'est son moteur principal, c'est les remises fiscales faites aux entreprises. Elle pèse lourdement sur le budget de l'État et elle agit comme une grande centrifugeuse qui recycle l'argent extrait des produits boursiers, de la surexploitation du travail et de la nature pour la blanchir dans des actions à tendance vertueuse, mais surtout à tendance prometteuse. Elle détourne le tissu associatif pour soutenir l'objectif de concentrer sur quelques acteurs associatifs moins nombreux mais plus gros, gavés aux appels à projets, aux appels d'offres, tout en disqualifiant la multitude d'acteurs
que constituent les associations citoyennes et qui assurent, elles, la solidarité du quotidien. Hein. Et puis pour terminer, juste un petit détour par l'appel à l'entreprise de la finance et du marché à travers la mise en place des alliances stratégiques entre associations et entreprises. On voit bien là que cette société, elle jette les miettes au secteur associatif pour lui permettre de survivre. Hein. Et ces miettes sont jetées et c'est répugnant de voir qu'elles sont les premières entreprises qui rentrent dans ces dispositifs, c'est les plus grosses et les plus polluantes, comme par exemple les cimenteries Lafarge, et les moins morales. Et faire face à l'accroissement des défis sociétaux et la raréfaction des ressources, c'est le motif de ces alliances. Mais les besoins sociaux augmentent, les déséquilibres s'accentuent, mais d'autre part, l'argent disponible s'avère dépendant d'une croissance sans fin, gage d'une hypothétique redistribution. Et l'innovation dite sociale, portée par tout un discours, ayant force de loi universelle, devient l'alpha et l'oméga de la société, une toute puissance pour apporter des solutions à des maux qu'ils créent eux-mêmes à travers ces appels à projets, de nouveaux services, de nouvelles modalités, de nouvelles formes. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et reste à savoir à quels besoins répondent ces solutions, quelle expertise partagée permettent de les déterminer, à terme, quelle rentabilité, quelle place de l'utilité sociale, quelle couverture du territoire dans tous ces appels, quel lien avec les personnes de toute catégorie sociale. Pour moi, œuvrer à l'intérêt général, c'est ensemble faire société. Et on peut penser que toutes ces mesures sont loin d'y faire face. Et c'est à ces questions qu'a su répondre historiquement le mouvement associationniste. Il a fait ses preuves, il a tiré son expérience d'éléments constitutifs, invariants d'une société solidaire. Et je dirais en conclusion que l'avenir de cette société, eh bien, elle nous appartient en commun. Et sur ce, je vais passer la parole à Frédéric, qui, elle, de son point de vue d'acteur engagé dans les questions solidaires, va pouvoir nous apporter cet éclairage. Bonjour, vous m'entendez? Bien sûr. Bonjour Très bien. Frédéric. Bonjour. J'ai essayé de prendre la suite après cette introduction assez à la fois qui aide à prendre du recul historiquement et qui en même temps nous aide à comprendre les tensions et les pressions et les évolutions. Je vais m'inscrire dans un propos qui va recentrer sur un secteur associatif particulier, qui est celui de la lutte contre les exclusions et contre le mal-logement, et qui est donc un secteur associatif divers et en même temps qui a un socle commun assez fort. Moi, je travaille à la Fondation Abbé Pierre, donc, qui est une fondation qui existe depuis plus de 30 ans, et je travaille avec une équipe qui soutient à l'action, y compris financièrement, le développement de projets, avec un réseau associatif partenaire de 500 associations en France et à l'international. Alors, c'est un réseau associatif qui est composé d'histoires, d'un nombre d'années d'existence, de fonctionnement, d'objectifs, de projets associatifs, de plaidoyers qui est extrêmement divers. Donc, je vais tenir des propos assez rapides qui vont être assez généraux et qui ne décrivent pas les spécificités et les particularités de ce réseau associatif. Je pense qu'elles ont par contre un socle commun et qui est vraiment de mettre en œuvre un projet et de collectivement agir dans l'intérêt général. Et je rejoindrai ce que disait Gilles, c'est le lieu de l'innovation sociale qui est à définir effectivement, dont il faut définir les tenants et les aboutissants, mais c'est aux associations de le définir, puisque ce sont les associations qui sont porteuses de cette innovation dans un premier temps et dès le début du XXe siècle. C'est aussi un lieu de réponse pertinente, micro-locale, ajustée à des situations, à un diagnostic particulier, et c'est aussi la possibilité d'agir et de réagir en réflexivité, comme Gilles le précisait, et d'être un acteur de la révélation de situations, du dévoilement, de la sortie de l'invisibilité de situations, à la fois dans la qualité des projets développés et aussi dans un diagnostic des situations de pauvreté et de précarité. Alors, elles réunissent dans ces organisations, les associations, des enjeux divers, c'est celui du plaidoyer, celui de l'interpellation, comme je le disais, mais aussi celui de l'animation et aussi de la mise en œuvre d'équipes
et d'équipes qui, à partir des années 80, ont commencé à s'enrichir au-delà des bénévoles qui étaient déjà présents, de professionnels et de salariés et qui ont commencé à bénéficier de subventions au titre de cette masse salariale et pour accompagner la résorption de la lutte contre l'exclusion et le mal logement. C'est aussi le lieu de gouvernance et de gouvernance qui irrigue les acteurs de terrain qui agissent autour du sens, de la vision, de la nécessité de la transformation sociale, qui renforcent le diagnostic et interpellent la puissance publique et interpellent la société civile. Mais c'est aussi une organisation, une gouvernance qui est alimentée par la réalité des actions. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui se complexifie pour les associations, c'est cette capacité à être réalimentée par les actions et à reprendre le pouvoir d'agir et le pouvoir d'interpeller à partir de ces actions. Elles sont aujourd'hui, ces associations de ce secteur, qui est encore un secteur assez restreint, financées par l'État et les collectivités territoriales, et elles ont augmenté ces dernières années leur masse salariale de manière conséquente avec ces financements. Alors, la relation de ces associations à la puissance publique, elle va s'ancrer dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans un enjeu d'être contributeur et acteur du pacte de la solidarité nationale qui prend son essence sur une société assurantielle, mais aussi sur l'aide sociale qui est déterminée par décret à partir de 1954 et qui va ordonnancer et décider que l'État doit être contributeur à la résorption et à l'accompagnement de la résolution des problématiques de pauvreté et de précarité dans ce pays. Jusque dans les années 90, ce que l'on voit, c'est que la tension entre le secteur associatif et l'État, notamment, et ensuite les collectivités territoriales, était très forte, dans une négociation assez âpre, dans des dialogues très tendus, et dans un dialogue aussi de financement, qui était un dialogue de la construction à partir du diagnostic des associations. Avec un filet de sécurité, donc de la solidarité nationale, de l'aide sociale qui s'effiloche, qui est de moins en moins pertinent pour les populations les plus pauvres et les plus précaires. Ce que l'on voit aussi au tournant des années 2000 avec la RGPP, alors je vais donner l'acronyme Révision générale des politiques publiques, PLMAP, la modernisation de l'action publique, c'est une autre tension qui se crée avec ce secteur associatif, une tension qui installe ces associations autour de la délégation de services publics et d'un dialogue de gestion et d'un dialogue de la finance et de l'économique est beaucoup moins axé dans une tension de négociation autour de la transformation sociale. Donc, il y a déjà un basculement à cet endroit-là. À cet endroit-là aussi, ce que l'on voit, c'est que ça génère une dépendance plurielle au pouvoir public, notamment au financement, et à cette réponse que doivent organiser les associations dans ce registre de dialogue de gestion, et plus uniquement que dans ce registre de dialogue de gestion. Alors, pour deux raisons, c'est que dans le temps, elles vont souhaiter préserver les emplois aussi et souhaiter préserver leurs actions, mais aussi parce qu'elles modifient le recrutement et elles modifient la composition des équipes et notamment les organisations associatives. Donc, nous avons un secteur associatif qui s'affaiblit aussi, qui s'affaiblit dans ce dialogue puisque nous passons d'une tension générée par le combat nécessaire à des visions qui sont parfois pas les mêmes et à des moyens qui doivent être déployés par la puissance publique au regard des ordonnances de 45 vers un dialogue de gestion qui descend et qui est qui contient les associations dans un registre qui n'est plus le registre de la transformation sociale. J'en viens maintenant à la question de la modification des financements. Donc, à l'été 2019, le gouvernement mandate 2 députés pour un rapport qui s'inscrit dans la perspective d'inscrire la philanthropie, je cite, comme approchée pour la première fois comme un sujet de potentielle politique publique. Donc, il y a une forme de dévoilement total sur l'enjeu d'y aller. Cette intention, elle m'a renvoyé tout de suite à une suite logique de changement inspirée du modèle anglo-saxon, comme le disait Gilles. Et je me suis tout de suite replongée dans un rapport de l'Institut Montaigne d'octobre 2002 qui émettait 25 propositions pour développer les fondations en France. Et ces préconisations ont été largement reprises dans une loi qui a été votée en 2003 qui renforce et réglemente la création des fonds d'entreprise et des fonds de dotation.
Donc déjà, on a un effet culturel de changement profond du modèle qui va initier dans la puissance publique, dans l'État, dans le politique et les élus aussi, qui vont aller sourcer cette privatisation de la solidarité nationale comme étant un enjeu politique, un enjeu stratégique, et donc qui vont décliner des lois, des réglementations et une place à une privatisation de ce financement. Alors, je fais partie d'une fondation qui est reconnue d'utilité publique, mais qui est une fondation qui a été fondée donc il y a 30 ans par l'abbé Pierre dans le cadre du mouvement Emmaüs, qui est un mouvement qui s'inscrit dans l'économie solidaire dès sa création en 1949 et qui avait déjà pour vertu de répondre à ces intentions fortes et d'être garant aussi de tenir des deux bouts ces transformations aussi culturelles et de stratégie des politiques publiques. Dans le rapport de l'Institut Montaigne, donc en octobre 2002, ces 25 propositions émettent des préconisations qui vont favoriser cette loi dont le titre est la modernisation du concept d'intérêt général. Donc tout à coup, l'intérêt général devient aussi l'affaire de ce monde du privé, qui est un monde difficile à définir, qui est un monde en tout cas du capital, qui est un monde de la banque assurance, qui est un monde aussi de différentes fondations privées qui vont voir le jour. Et c'est effectivement un nouveau découpage législatif et fiscal qui vise à créer un marché de l'aide sociale qui devient un secteur économique, et je rejoins Gilles à cet endroit-là, à part entière. Et cette nouvelle dynamique impose une norme de projet et d'évaluation totalement différente du travail qui avait pu être engagé à la fois avec la puissance publique, mais à la fois aussi avec des acteurs type fondation dans le passé. C'est-à-dire qu'effectivement, appel à projet, appel d'offres, limitation du financement à 1 an, découpage des financements, incohérence, en tout cas, faire rentrer dans le moule les associations d'une pensée du projet et d'une manière de réaliser le projet, avec une économie particulière aussi, qui, je rejoins Gilles, s'appuie sur une fonction du bénévolat première, c'est-à-dire que tout à coup, les professionnels de l'action sociale doivent être souvent substitués dans une commande par des bénévoles comme étant beaucoup plus légitimes à agir, alors qu'il n'y a pas de concurrence à avoir. La complémentarité des deux n'a jamais été remise en cause, en tout cas pas ni par nous ni par le secteur associatif, mais surtout dans une économie rationalisée à la mode de l'entreprise qui cherche le rendement économique et financier et qui oublie la question de l'impact du mieux-être, du bien-vivre, de l'évolution des conditions de vie des personnes, de leur capacité à reprendre du pouvoir d'agir sur leur vie, à être aussi des acteurs citoyens pleins et entiers. Et ce que préconise l'Institut Montaigne dans ces 25 axes, j'en retiens un que je voudrais vous lire, et je vais essayer de ne pas être trop longue. Et ce que préconise l'Institut Montaigne dans ces 25 préconisations, c'est celle que je retiens et qui est pour moi la plus évidente, et on est en 2002. L'État devra opérer une vraie mutation psychologique et accepter de soutenir le développement d'autres acteurs que lui. Ils peuvent agir à ses côtés avec un même objectif d'intérêt général. Car qu'il le veuille ou non, l'État ne peut plus aujourd'hui assumer seul toutes les missions d'intérêt général, comme en témoigne une relative dégradation de ses conditions d'intervention. Les fondations en filigrane d'entreprise représentent un levier d'action moderne, efficace et rapide, agissant dans des domaines variés. Et là, à aucun moment, les associations ne sont citées comme étant des acteurs majeurs de la transformation sociale et du dialogue nécessaire pour l'évolution et la réponse aux situations de pauvreté et de précarité. Donc, il y a une substitution pleine et entière d'un dialogue qui va aller vers le monde de l'entreprise aux dépens du monde associatif. Rapidement, quelques chiffres. Entre 2009 et 2014, les fondations d'entreprise ont augmenté de 43%. Elles passent en 2017, elles étaient en 2011 293, elles sont 400 en 2017. Dans le même temps, les fondations reconnues d'utilité publique évoluent que très peu. Il y a une augmentation de 10. Et ce qu'on peut noter, c'est que dans ces fondations reconnues d'utilité publique, par exemple, on voit arriver la fondation LVMH. Je vais juste faire un point sur un complément en termes d'évolution aussi du champ culturel et puis de l'évolution de la manière dont la politique publique conçoit l'intervention pour résoudre les problématiques de grande pauvreté et de précarité. C'est aussi
la volonté politique d'inscrire l'action sociale dans une dimension économique et qui a renforcé aussi une division au sein des associations du secteur, avec des enjeux différents. La réponse immédiate de certaines associations à un modèle économique optimisé, une notion d'utilité sociale qui dérive vers une notion de rendement, un enjeu de la performance et puis des valeurs qui se sont énoncées aussi à la mode entreprise. Et dans cette dimension de cadre légal qui implique et qui évolue, le rapport au financement diversifié et au changement, on note aussi la création et la volonté de créer une nouvelle action par l'État qui est les contrats d'impact sociaux, le contrat d'impact social, qui est bien entendu d'inspiration anglo-saxonne, et que, du mon point de vue, ces contrats d'impact sociaux sont irrigués par des logiques différentes du point de vue français, et qui assoient la notion de financiarisation du rapport par l'apport effectivement de fonds d'intervention, de fonds d'investissement privés, et puis par l'apport aussi d'une manière de challenger l'argent public par un argent privé qui permettrait de faire la démonstration par la preuve que l'action des associations est pertinente et surtout est capable de diminuer concrètement et durablement la pauvreté. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop longue, mais la modification du contexte a été pleinement saisie dans le cadre de la stratégie de l'État et aujourd'hui ouvre le champ de l'action sociale à des acteurs qui ne sont plus uniquement des associations ou des acteurs animés par des enjeux de transformation sociale et de faire vivre un secteur associatif innovant et en réponse concrète et totale aux situations micro-locales et locales, bien sûr, et nationales de la pauvreté. Aujourd'hui, les associations peuvent sembler, en tout cas de ce secteur, épuisées, exsangues, et puis parfois trop faiblement en alliance pour contrer cette transformation culturelle du champ de l'action sociale. Un interlocuteur que l'État ne convoque plus sur la question de la transformation sociale, mais qui le convoque uniquement à être répondant et actif dans le modèle unique de l'entrepreneuriat. Cette diversification possible des ressources par leur privatisation impose définitivement un dialogue unique de gestion et financier dont les références sont puisées dans le modèle de l'entreprise. En même temps, ce que nous voyons, nous, pour finir sur une note positive, c'est un secteur associatif qui, s'il n'est pas uni et représente une même voie pour contrer cette stratégie, trouve au niveau local et au niveau régional des stratégies de contournement qui permettent de voir que cet affaiblissement n'est que ponctuel et peut trouver une transformation positive. Voilà, je m'arrêterai là. J'étais un peu longue, je suis désolée. Merci à vous. Merci Frédéric. Non, vous avez parfaitement respecté le timing. Donc peut-être avant de prendre quelques questions, quelques réactions, est-ce que Gilles, tu veux réagir à ce que Frédéric Cabas vient de nous exposer? Alors, réagir, oui, c'est possible. Moi, je note surtout dans cette idée d'un acteur associatif qui n'est plus convoqué par l'État. Il est appelé à remplir un rôle par l'État, un rôle qui est défini et qui est vraiment pensé dans la perspective d'une libéralisation totale de l'économie. C'est-à-dire que les associations, dans leur grande masse, là je ne cherche pas à les diviser, ont un rôle assigné qui est celui de remplir des missions de l'État. Et ces missions de l'État, ce ne sont pas des missions liées à l'émancipation, à la prise de parole, à l'intervention des gens dans la cité, à faire que les personnes qui sont victimes de discrimination puissent se saisir de ces questions pour y apporter leur regard et projeter des réponses. Et tout ça, ça se retrouve aujourd'hui aussi à travers une forme d'idéologie que moi j'appelle l'idéologie des solutions. On voit que même l'émission de Philippe Bertrand, pourtant, qui est un donneur repère, ça devient le magazine des solutions. On voit que dans la presse, il y a des journalistes de solutions
qui sont invités. Et on voit que l'Association des maires de villes et banlieues, dans son dernier communiqué, dont je partage vraiment le contenu, etc., appelle à la création d'un observatoire des solutions. Et là, je crois que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Quelles sont ces solutions que l'on évoque? Est-ce que ce sont des solutions qui vont répondre à cette question qu'évoque plusieurs fois Frédéric, celle de s'inscrire dans un processus de transformation sociale en impliquant les personnes, en faisant des acteurs, ou alors des solutions pour répondre à des maux de la société sans en analyser les causes. J'ai assisté à plusieurs débats, je me rappelle à la fête de l'humanité, justement, avec l'association Ville et banlieue et puis l'association des zèbres, hein, qui justement revenait en permanence sur cette idée au local, on peut faire regarder c'est bien les habitants, on a fait des crêpes pour vendre et puis on a fait ci, etc. Et il manque une dominante. Moi, je dis toujours que dans l'éducation populaire et dans les MJC dont je suis issu, la question, ce n'est pas d'amener des personnes à pratiquer des activités, c'est quand des personnes sont présentes, qu'est-ce qu'on fait avec elles? Comment est-ce qu'on leur permet d'agir dans la société et d'être citoyennes? Et que, en tout cas, ce n'est pas nous, acteurs de l'éducation populaire, qui devons limiter leurs paroles. On doit leur permettre d'expression et faire écho pour en faire analyse ensemble. Et ça me renvoie évidemment aussi à la question, quand je dis ça, de cette polémique entre enfin, c'est même pas une polémique, de la position de Sarah El Haïry lors de son intervention à Poitiers auprès de la Fédération des centres sociaux, hein, qui est justement l'exemple même de paroles sclérosantes. On empêche déjà au départ la prise de parole. Ça, c'est pas le modèle de l'éducation populaire et de d'autres secteurs associatifs. Merci Gilles. Donc, je suis en train de regarder un petit peu les questions sur le chat. Il y a une question peut-être qui fait un peu écho à ce que tu viens de dire, de H. Peut-on développer la notion d'intérêt général, car cette terminologie est employée à tout va, alors que le contexte notamment actuel nous invite à davantage une considération des besoins individuels et micro-locaux. Je pense que Frédéric peut être bien placé pour y répondre parce que je crois que je parlerai de modification. En fait, je pense qu'il n'y a pas de... L'issue, c'est de la reprise de pouvoir sur les mots, sur le sens des mots et sur le raccordement du réel avec une interpellation associative commune, ce qui est très difficile parce que les visages et les identités sont hyper différents. L'intérêt collectif, le bien commun, le commun, tous ces termes qui sont renouvelés, hein, rénovés, parce qu'il faut jeter d'anciens termes qui auraient été usés notamment par des stratégies de la puissance publique dans des stratégies de retournement, il faut se les réapproprier. Je crois qu'on a un enjeu très très fort sur cet aspect-là. La question du micro-local et de l'exemplarité est certainement, pour une part, moi ça fait 30 ans que je travaille dans le monde associatif de ce secteur-là, une part de notre responsabilité d'avoir à un moment donné perdu le fil du réel et du concret pour aller vers un positionnement où on a été aussi embarqué par la puissance publique et par le politique à être dans une surreprésentation des enjeux. Et du coup, je le sais, pour y avoir travaillé et pour en avoir fait partie, une déconnexion parfois entre des formes d'interpellation et de ce qui se passait sur le réel, et notamment sur la grande exclusion et sur la question de l'urgence sociale et sur la question de cet enfer qu'est l'urgence sociale pour les personnes qui sont confrontées à vivre à la rue. Donc, aujourd'hui, nous nous voyons opposer un modèle dit entrepreneuriat bénévole volontaire, qui serait un modèle, et je reviens sur le mot entrepreneuriat qui n'est pas sale de mon point de vue, qui serait le modèle vertueux, parce qu'au fond, il ne s'occuperait pas d'interpeller, mais il s'occuperait de faire avec les gens. Eh bien, faire avec les gens, c'est aussi, comme le disait Gilles, leur offrir la place, les moyens et les outils d'être les propres porte-parole des solutions auxquelles ils contribuent et qu'ils construisent chaque jour. Et ce n'est pas vain. Il y a une forme de hiérarchisation dans le secteur associatif aussi du rapport à la pauvreté que nous avons, et je vais parler de moi, que j'ai participé à entretenir, sur une incapacité des personnes en situation de précarité ou pauvreté à être promoteurs des solutions, des sorties de la précarité ou de la pauvreté. C'est un vrai problème.
Et en ce sens, nous devons travailler sur cet enjeu-là, l'enjeu de la capacitation, d'autres disent de l'empowerment, en tout cas, de comment on rééquilibre la question de s'appuyer sur ce que réalisent chaque jour des personnes en situation de pauvreté et de précarité pour survivre, qui est un trésor quand même de capacité, parce que survivre, c'est extrêmement compliqué, rester vivant, c'est extrêmement compliqué, et qui déploie chaque jour de l'intelligence individuelle et collective à tenir dans un monde où la solidarité nationale est de moins en moins efficace et efficiente pour eux. Donc l'enjeu aujourd'hui de l'agir et de l'expression, excusez-moi, que vous me rappeliez autour de l'intérêt commun ou de l'intérêt collectif c'est cet enjeu-là, c'est cet enjeu aussi d'être en capacité pour le secteur associatif aujourd'hui dont je parle, hein, et c'est celui-là dont il s'agit, de réviser aussi sa capacité interpellative et sa capacité à co-construire les projets avec les personnes qui sont aussi acteurs de ces projets et qui en sont destinataires. Sinon, le risque, c'est l'enfermement dans un dialogue avec l'État qui continue à laisser penser que les personnes qui sont en situation de pauvreté et de précarité sont uniquement victimes, ne sont pas ressources et ne sont pas en capacité, alors même qu'elles traversent tous les jours des combats incroyables, d'avoir un avis, d'avoir une vision et de pouvoir la partager et la soutenir et la tenir dans cette société. Je vais redire un mot parce que je vois entre autres une question posée par Florian Covelli et puis cette discussion, je vois apparaître des mots comme un dialogue de sourds ou voilà, quelle alliance il pourrait y avoir entre fondation et association, est-ce qu'on peut tout rejeter par exemple. Alors c'est vrai que le discours, on est dans le cadre, il est carré, il y a 20 minutes, on intervient, on dit des choses et moi je pense que ce que j'essaie de traduire, c'est une orientation de fond qui se dessine. Et c'est une orientation de fond, je pense qu'aujourd'hui, il faut combattre et la manière de la combattre, elle n'est pas évidente. Il ne s'agit pas de tout rejeter. Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont aujourd'hui dans des associations, je dirais, ou des nouvelles, qui sont tout à fait chouettes, qui font des choses complètement convaincues de la justesse. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est bien. Il ne s'agit pas de dire tiens, les personnes qui sont dans l'impact social, ça devient des traîtres à la cause associative, etc. Et tout. Je pense il faut donner des explications politiques autour de ça. On peut effectivement travailler avec des fondations qui peuvent peut-être soutenir la transformation sociale, des éléments, etc. Mais c'est extrêmement difficile. Le chemin est extrêmement étroit. Combien de fondations aujourd'hui vont financer les foyers ruraux, vont financer les MJC, vont financer les associations qui agissent. Alors là, je parle de réseaux qui existent, mais il y a des associations même pas fédérées, qui agissent au local et à qui on renvoie aujourd'hui faire une raréfaction des moyens financiers et une finalisation de leur action. Et je trouve que on a besoin, et cet après-midi, je pense que le débat il portera là-dessus, de fonds structurants pour le secteur associatif. On ne peut plus être en permanence dans cette logique des appels à projets qui existent et que ce soit aujourd'hui la seule référence. Appel à projets, délégation de services publics, appel d'offres, etc. Et tout. Le secteur associatif, il a besoin. Alors autrefois, nous, dans nos vieilles fédérations, on appelait ça les subventions de fonctionnement, par exemple, qui permettent de… Mais comment aujourd'hui, quand on pense à la question de l'emploi associatif, par exemple, comment travailler à avoir des salariés dans ces associations quand on n'a même pas une vision à 1 an des fois de son budget, y compris quand les politiques d'évaluation et peut-être les lois qui nous tombent dessus peuvent remettre en cause à tout moment les financements que l'on a. Donc, il y a cette question, et même aujourd'hui, les conventions pluriannuelles d'objectifs pour lesquelles moi j'ai milité dans ma fédération des MJC, par exemple, eh bien, on se rend compte que ce sont aussi des formes d'appel à projets qui ont réduit, et on s'engage sur des actions. Et en Pays de la Loire, la région Pays de la Loire a supprimé 100% des subventions aux têtes de réseau. Donc la fédération des MJC en est morte en Pays de la Loire, hein, elle vivote. Et moi, j'ai passé 1 an à licencier les 2 salariés avec qui on travaillait depuis des dizaines d'années, parce qu'à un moment, un financeur dit eh bien, non, c'est fini, les CPO, vos actions ne sont plus assez innovantes. Ou alors, vous nous demandez la même subvention que l'an dernier. Oui, en même temps, l'accompagnement des MJC, c'était le boulot d'une fédération. Et développer les actions culturelles, c'était leur boulot. Et donc, c'est ce rapport vicieux qu'il y a. Alors, on peut travailler, il ne faut pas tout rejeter, il ne faut pas dire il n'y a pas les gentils et les méchants, mais il y a
des interprétations politiques et un sens politique à se réapproprier. Et c'est justement peut-être celui de ce rapport à ce qu'on appelle des fois la transformation sociale, ou plus précisément pour moi la question de l'émancipation des personnes. Comment est-ce que les gens avec qui on travaille, c'est pas des publics, c'est pas des individus, c'est pas des cendants, des personnes privées de tout, hein, qui on donne tous les défauts, mais des personnes qui ont des qualités, de la richesse et qui sont des appuis aussi pour notre action. Voilà, c'est plutôt comme ça que moi je réagis. Je voudrais juste compléter, si possible, parce que j'ai vu, en suivant un peu le chat, pardon Marie-Catherine, j'ai vu quelques questions autour de cette question d'opposition, hein, je pense qu'il y a quand même un travail à faire d'acculturation à ce qui se passe et de pouvoir hybrider aussi nos cultures avec cette tension du privé et avec cette tension de la référence à l'entreprise. C'est-à-dire de peut-être moins subir cette injonction finance-gestion et de complètement s'ouvrir aussi. Je travaille, moi, avec des fondations d'entreprise en partenariat sur le cofinancement d'associations et ça se passe pas mal. Et je pense que ces fondations d'entreprise, en tout cas, qui est représentée par des personnes, ont envie aussi de participer à la question de la transformation sociale et de l'émancipation des personnes. Donc, il n'y a pas effectivement de spectre. En fait, je crois que la position la plus difficile à transformer pour le secteur associatif, c'est de passer d'un fight et d'une co-construction, ou en tout cas d'une tension forte avec un ennemi ou un enjeu qui était l'État, à une multitude de nécessités de rentrer dans la négociation avec une diversification des cultures et qui impose aussi un changement du modèle culturel. La deuxième chose que je veux dire, et je crois que c'est Julien Talpin qui le suggérait, c'était la question de la récurrence des financements et de la longueur des financements. La Fondation, et je vais parler 2 minutes de la Fondation Abbé Pierre, elle a fait le choix, à un moment donné, de ne pas faire d'appel à projet et de se laisser libre de la durée du financement, ou en tout cas de s'engager à du pluriannuel. Et voilà. Donc l'enjeu, il est aussi peut-être dans cette tension qu'il faut avoir vertueuse avec la puissance publique et avec ce nouveau monde, d'essayer de proposer aussi un cadre qui ne soit pas le cadre défini simplement parce que le référentiel de l'entreprise voudrait imposer, avec des choses intéressantes, il ne faut pas l'oublier, mais aussi avec des contraintes qui ne répondent pas à l'objectif de répondre à la problématique de la pauvreté et de la précarité. Alors, je suis dans un angle un peu fermé, je suis désolée, mais… Il y a une avalanche de réactions. Mais je crois qu'il va bientôt falloir conclure. Donc, attendez, j'essaye de regarder. Oui, il y a une question, une intervention de Marie-Élodie qui dit quid des gros assauts sans ancrage qui viennent calquer des modèles d'intervention hors sol sur un territoire sur lequel elles n'avaient pas d'ancrage, tout ça soutenu par les collectivités territoriales parce qu'elles veulent limiter le nombre d'interlocuteurs ou d'acteurs locaux. Oui. Je peux me permettre de juste intervenir. Au milieu des années 2000, pour ne pas le citer, M. Sarkozy avait dit quelque chose de très fort. Il avait dit il y a trop d'associations. Donc vous vous débrouillez, mais il va falloir rationaliser l'apport de la puissance publique, notamment sur les thématiques de solidarité, pauvreté, précarité. Et il a initié, au milieu des années 2000, ce mouvement d'absorption-fusion très porté par l'État local à certains endroits et qui a fait énormément grossir des associations très fortement. Avec deux choses qui ont été fortes, 2 injonctions en tout cas, et en tout cas dans la négociation avec ces grosses associations. La première, aller dans des territoires pour occuper l'espace et prendre du leadership et prendre des marchés, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, de la solidarité. Et un deuxième enjeu, qui était cette sacro-sainte professionnalisation des associations, qui sont quand même toujours regardées dans ce champ-là comme étant incapables de gérer, pas capables de s'organiser, incapables de faire de la rentabilité. Et pourtant, ça fait des années qu'elles répondent à des milliers de personnes, avec des milliers de personnes, avec 3 bouts de ficelle et pas grand-chose. Donc, jamais regarder du côté de leur ingéniosité, de leur capacité à faire justement essaimer l'euro de la puissance publique. Donc, c'est vrai que cette stratégie-là, elle a été beaucoup actée par la puissance publique et organisée. Aujourd'hui, elle porte ses fruits. On voit des gros acteurs qui arrivent partout.
et qui prennent des marchés et qui font chuter le prix de journée aussi. Donc, qui ont des Ouais. stratégies de rationalisation. Mais ce qu'on voit aussi, c'est ce que ça peut, la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réponse au marché de l'appel d'offres des projets. Ça n'est pas une réponse aux problématiques territoriales et locales. Alors, le problème que ça pose, c'est que ça absorbe les fonds de la puissance publique aux dépens des autres, mais ça n'efface pas toute la stratégie, toutes les actions et toute la dynamique territoriale pour continuer à répondre là où ces grosses institutions ne répondent pas du tout. Et moi, je voudrais juste, parce qu'il est 27, juste dire un mot, parce qu'on ne pourra pas en dire plus, mais de l'importance de l'initiative des actions menées au local, au plus près des personnes. Il n'y a pas de petites actions. Il ne s'agit pas de dire, tiens, enfin, je pense que le penser à agir local, il est déterminant pour construire le penser et agir nationalement par rapport à la société. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde ne se retrouve pas dans des formes hyper organisées d'anciennes associations dans lesquelles on rentre dans des CA pour 3 ans, etc. C'est directement, immédiatement que l'action s'organise, souvent dans des collectifs autogérés. Et c'est ça tout l'enjeu actuellement, c'est de prendre en compte cette dimension-là. Parce que notre force, elle est là. Elle est dans cette conscientisation que chacun peut se faire à partir de la preuve au local que cette société, elle nous emmène dans le mur et ne réglera aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Merci Gilles, merci Frédéric. On va être obligé de s'arrêter, mais bien qu'il y ait encore énormément d'interventions, c'est typiquement le genre de conversation qui aurait pu continuer dans un colloque en présentiel, comme on dit. On va se donner quelques minutes de respiration et puis on va passer à la dernière intervention, celle de Christine Chaugneau. À tout de suite.